parti et là, c'est fini. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Merci à Marc Cerdan et à toute son équipe de nous accueillir ici dans ce beau théâtre de l'Alliance française. Un lieu qui est habité depuis 1963 par l'esprit de l'émission Le Masque et la Plume sur France Inter, soit bien avant que la maison de la radio soit construite. Et les enregistrements ont lieu d'ailleurs encore ici tous les jeudis. Un lieu qui est habité aussi depuis 1982 par le Festival de l'Imaginaire, qui nous a fait découvrir tant de cultures oubliées des quatre coins du monde, et un lieu habité ce soir par les cultures ultramarines. Ce soir n'est pas un jour comme les autres. Le 24 septembre 1853, la Nouvelle-Calédonie devenait colonie française. Le 24 septembre 2025, la Nouvelle-Calédonie Kanaki pourrait devenir le premier État associé de la France. Un État associé est un sujet de droit international, un État à part entière, indépendant et qui dispose d'un siège à l'ONU. Entre ces deux dates, une histoire, une relation profonde, riche, complexe entre la France et la Nouvelle-Calédonie, mais aussi entre la France et ses territoires des Outre-mer. Alors que le processus est en cours, ce soir, nous célébrons la richesse des Outre-mer et en particulier de ces femmes détentrices de savoirs issus de la nature qui sont des modèles d'inspiration pour construire ensemble et avec elles un monde plus juste et plus durable. Ces femmes sont notre mémoire, les témoins de savoirs ancestraux, mais aussi notre avenir dans leur manière de penser et d'agir dans le monde. Leurs actions et leurs engagements sont un laboratoire d'idées pour demain, comme vous allez le découvrir. D'ailleurs, lors de la COP22, elles avaient dit en chœur « Nous sommes la solution ». Et c'est vrai qu'elles n'ont pas attendu les COP pour mettre en place des alternatives pour lutter contre les conséquences du réchauffement climatique, car elles en subissent directement les conséquences sur la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau potable ou tout simplement le droit à l'éducation, ce qui renforce les inégalités de genre. C'est pourquoi les femmes, en particulier, se font entendre et agissent. Et dans les Outre-mer, où se concentre 80% de la biodiversité française, en raison de leurs relations étroites, voire intimes avec leur environnement, elles jouent un rôle de premier plan dans la préservation des écosystèmes abîmés, comme par exemple en Nouvelle-Calédonie, les femmes Kanak qui cultivent en terrasse le taro en économisant l'eau, ou d'autres femmes qui reviennent à des pratiques agricoles anciennes pour mieux cultiver la terre et se protéger des cataclysmes. Elles puisent aussi leur savoir dans des traditions qui datent parfois d'avant la rencontre avec les Européens ou de la période esclavagiste pour mieux préserver la terre et les humains. Et toutes placent l'humain et ses valeurs au cœur de leurs pratiques. Alors peut-être est-il temps de les écouter, d'apprendre, de partager avec elles. C'est l'objectif du projet de la mer à la terre qui a été lancé en avril 23 à l'Hôtel de Ville de Paris avec Jacques Martial, aujourd'hui disparu, et nous allons lui rendre un hommage ce soir. En fait, ce projet
se passe dans tous les territoires des Outre-mer. Il est réalisé à plus de 80% avec les équipes locales et il vise à promouvoir ces pratiques à travers des ateliers de transmission de savoir, près de 200 à ce jour, à travers aussi des ateliers de sensibilisation auprès des jeunes afin de pérenniser, de valoriser ces connaissances et finalement de renforcer la place de ces femmes dans ces communautés. Ce projet est aussi une plateforme documentaire, un site internet, une collection de films qui est mis à disposition dans les écoles, dans les communautés, comme un outil pédagogique et mémoriel, un plaidoyer en faveur de ces femmes de savoir. Ce soir, 6 d'entre elles sont ici. Elles sont venues tout spécialement. Elles viennent de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, des îles Marquises. Elles sont des femmes savantes, des arcs-boutants, des passeuses de mémoire, et elles dialogueront avec 6 artistes ultramarines contemporaines qui viendront nous offrir leur vision du monde. Cette soirée est présentée par la comédienne chorégraphe de Nouvelle-Calédonie, Olivia Manissa Panaté, sous le regard bienveillant de l'artiste guadeloupéenne Guy Gabon et de son métier à tisser le monde à venir comme un acte de résistance. Je vous souhaite une bonne soirée. Bienvenue. Caribou, Yupama, Bozo, nous comptons Wezot. C'est avec beaucoup d'humilité et de respect que je prends la parole devant vous. Mon nom raconte à lui seul l'histoire de la Nouvelle-Calédonie et de son métissage. Olivia Manissa Panat, franco-irlandaise et javanaise du côté de mon père, aveyronnaise du côté de ma mère, calédonienne de naissance et océanienne par essence. Je suis un corps qui porte les empreintes de la Mélanésie, la mémoire des montagnes, des taraudières, le souffle du lagon. Je suis un corps territoire traversé d'histoire, enraciné dans le passé et élan vers l'avenir, témoin d'une identité vivante, métisse et universelle. Un corps qui se souvient et qui invente, qui résiste et qui danse de territoire en territoire. Ce soir, je serai aussi de la Réunion, de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe et des îles Marquises. Je serai des Outre-mer. Je serai la voix de ces femmes de savoir qui témoignent d'une richesse unique. Elles sont nos mères, elles sont nos sœurs, notre passé et notre avenir. Elles vivent entre deux mondes, celui du passé, de leurs ancêtres avec leurs croyances et leur culture, et celui d'aujourd'hui, du présent, de la France avec sa modernité et sa technologie. Aujourd'hui, elles jonglent entre les deux et inventent une nouvelle identité singulière et universelle. Mélanésienne, calédonienne et française, Caligna, guyanaise et française, 3 identités, une seule terre et des savoirs à préserver. La Guyane.
La Guyane est le territoire le plus vaste, mais aussi le plus boisé d'outre-mer. Couvert à 96% de forêt amazonienne, il abrite près de 2800 kalinia sur le littoral, dont certains vivent encore de la pêche, de la chasse et de l'agriculture. Dans chaque abatis brûlé, labouré, planté, vit l'empreinte d'une transmission silencieuse mais puissante. Les femmes kalinia cultivent une mémoire, un lien sacré entre geste et cosmogonie. Mais comment peut-il en être autrement, souligne la chef coutumière Cécile Couillouri. Sans l'abati, je ne me sens pas kalinia. Alors, depuis 1997, elle s'est investie dans un combat de plus de 20 ans pour retrouver leurs terres ancestrales. Une lutte couronnée de succès, de quoi poursuivre et développer la culture de l'abati, une pratique agricole vieille de 3 millénaires. La terre est un trésor à préserver à tout prix pour les kalinia. Et leur modèle d'agroécologie est un réel exemple de sobriété heureuse. Kumamosaton et Lobo, je vous attends ici. À l'aube de nos existences, nous semons les mémoires de la terre. Unde. Hier, aujourd'hui, demain, Konyalo, Eloma, Kolopo, Kogone, Emaru, Anemaru. Wolian, Werihan, femme, rayon du soleil, horizon lointain, racine de vie, infini. De ta main rugueuse, tu tisses en moi le nimogo, geste parfait. Kogone, Emaru, Anemaru, hier, aujourd'hui, demain, Konyalo, Eloma, Kolopo. Le ciel mue, Weyo, Konopo, nous non. J'observe pour honorer. Masuana respire, Awashi, Kiere, Nana. Je plante pour édifier. Tamushi façonne, Woli Woli, Podusa, Mania. J'enfante pour résister. Konyalo, Eloma, Kolopo, Kogone, Emaru, Anemaru. Hier, aujourd'hui, demain. Weri, femme, Woli, enflamme la terre, consume la peur et de ta main puissante apaise la faim. Geste continu. Hier, aujourd'hui, demain. Konyalo, Eloma, Kolopo, Kogone, Emaru, Anemaru. Tout ce qui appartient à la terre retourne à la terre. Papolo sagawinyo, konosayokon, kenela manonla sagaodaka. Aujourd'hui, se plante en nous une promesse. Aujourd'hui se plante en nous une promesse d'une terre préservée, respectée et qui aurait
les mêmes droits que les humains. Déjà, des fleuves comme le Gange en Inde, ou des forêts comme l'Amazonie colombienne, deviennent des sujets de droit par décision judiciaire ou politique. Les droits de la nature sont en marche. Ils sont le fondement d'une société plus écologique et plus égalitaire, alors même que les femmes sont toujours les premières victimes des conséquences du réchauffement climatique. Mais ces femmes puisent en elles leur mémoire, des savoirs, des techniques acquises d'avant la rencontre avec les Européens, non seulement pour leur propre survie, mais aussi pour celle de l'humanité tout entière. Et c'est bien de l'histoire des plantations esclavagistes que sont nés les jardins créoles, les jardins Bocase autour de la maison, dans la Caraïbe. À la fois jardin d'agrément, garde-manger, pharmacie, ou même pour le plaisir des yeux le dimanche avec un beau bouquet sur la table. Les femmes jouissaient d'une liberté totale quant aux plantations, tout en apportant une contribution à leur famille. Tombés dans l'oubli, ils renaissent véritablement après les grèves de 2009 et s'affirment comme un lieu de résistance face à la dépendance alimentaire, face à l'agriculture intensive et à la toxicité du chlordécone, ce pesticide utilisé pendant des décennies dans l'agriculture. Le jardin Bocase devient un modèle d'agroécologie, de sobriété heureuse et d'autonomie alimentaire. Aujourd'hui, les femmes reprennent le chemin du jardin. On dit souvent, les gens se ressemblent parce qu'ils se fréquentent. Si mon jardin me ressemble, je ne sais pas si je suis une belle créature, mais au moins, j'ai un jardin que j'apprécie. J'aime aller à la rencontre de ces femmes, de ces personnes qui ont de l'expérience et ça me nourrit encore plus. Je n'ai pas eu l'éducation de jardin créole, mais maintenant je rattrape le temps perdu, on va dire. C'est comme ça qu'est né le jardin de l'association Bois Capable. Et là, nous accompagnons le tout public, surtout les femmes bénéficiaires du RSA, les femmes en situation de précarité, pour les accompagner vers une certaine autonomie. Autonomie alimentaire, mais autonomie aussi pour tout ce qui concerne les actions quotidiennes de la vie. Voilà. Quand on plante, on veut récolter. Moi, j'adore récolter. J'aime planter, mais alors là, récolter, c'est mon truc. Ce qui est peut-être important à mes yeux, c'est de faire ensemble. Faire ensemble, ça donne envie, ça donne du courage et ça vous entraîne. Chez soi, on ne voit personne. Donc j'ai rencontré des personnes très très intéressantes qui m'ont appris beaucoup et j'espère leur transmettre aussi le peu que je sais. Mais en tout cas, dans cette association, vraiment, on apprend tout le temps. Voilà. Merci. La fleur bleue. La fleur bleue. Merci de votre participation. Prenez soin de la plante, puisque je viendrai vous demander des fleurs à l'occasion. Moi, je suis contente de voir comment Chantal entretient son jardin et comment qu'elle aime, comment elle transmet. Et moi, le plus important pour moi, c'est la transmission. La transmission, c'est faire vivre le jardin. C'est un devoir. Alors, il faut transmettre le jardin aussi. Et le bonheur du jardin. Il y a les bienfaits du jardin. Alors, tu nous emmènes dans les méandres de ton jardin, là? Voilà. On découvre encore le corusol, la menthe poivrée et des haricots verts que j'ai mis. Les plantes ne doivent pas être plantées en permanence au même endroit. Non. C'est-à-dire qu'il faut une rotation. Changer, mettre autre chose. Raymond, dis-moi, as-tu des fourmis manioc? Oui, j'en ai. Mais les fourmis manioc, qu'est-ce que je fais? Je les alimente. Ils aiment la feuille de papaye. Alors, je mets à l'endroit où ils vont beaucoup de feuilles de papaye. Ce qu'ils font, ils prennent les feuilles de papaye au lieu de toucher à mes plantes. Et je suis tranquille pour un moment.
Alors, le nourricier, qu'est-ce que tu as encore? Alors, il est beau. Et moi, je veux dire, aux Antilles, la meilleure alimentation, même pour l'enfant, c'est la banane verte. C'est notre pomme de terre. C'est ça. Quand on n'est pas nombreux, donc on coupe une pâte et on laisse le régime sous le pied. Et au fur et à mesure, parce que si vous coupez le régime, tout va mûrir en même temps. J'ai constaté que j'ai pas affaire à des débutants. Bien sûr, j'ai une petite connaissance, mais je l'agrémente avec les connaissances des autres. Et ça m'apporte beaucoup et ça me donne du goût à continuer parce que mon objectif, ce serait de me nourrir de ce que je plante. Le jardin de Raymond, il est particulier puisqu'il est vraiment autour de sa maison. Et la manière dont elle a agencé ça, c'est que Raymond. Le jardin que j'ai créé représente ma façon de vivre à l'ancienne. C'est mon compagnon du quotidien. J'ai beaucoup de plantes, hein, beaucoup de bébés. Il faut que je les visite, il faut que je les regarde, il faut que je leur parle, il faut que je les touche. Et c'est du vivant. Ils ont, je ne dis pas une âme, hein, mais ils ont quelque chose. Parce que la plante a l'impression qu'elle vous parle. Il me remplit, il me donne de la joie, il me donne du plaisir. Chantal, qu'est-ce que vous avez dû prendre beaucoup de plaisir à être auprès des jardinières d'antan? Et ce travail que vous menez autour du jardin, ce qu'on voit, c'est que ça fait aussi bien du bien aux êtres humains, mais aussi aux femmes. Et notamment le nom que vous avez donné à votre association Bois Capable, qui est plein de symbolique. Vous voulez bien nous en parler ce soir? Et on se balade dans notre jardin scénique. Très bien. Alors, Bois Capable, c'est notre capacité. Ça symbolise qu'on est capable tous, puisque le bois, c'est un matériau noble. Donc, Bois Capable, en Guadeloupe, a le devoir de transmission de savoir, a le devoir d'éducation et de sensibilisation du tout public, mais surtout a le devoir d'insérer et d'accompagner les femmes vulnérables sur notre territoire, parce qu'elles sont touchées par plusieurs maux. Donc, on a le devoir d'accompagner tout ce public. Oui. Et je crois aussi que c'est une belle réponse autour de la vie chère, puisqu'on sait que à peu près 80% des Guadeloupéens vivent en milieu urbain. Est-ce que vous pensez qu'il y a un vrai impact aussi? C'est une réponse pour ces espaces-là urbains? C'est une réponse pour ces espaces-là parce que Bois Capable aménage des espaces nourriciers en zone urbaine et périurbaine. On permet à toute la population d'accéder à des fruits et légumes sains et de qualité, ce qui n'est pas encore toujours le cas dans les zones urbaines. Gros travail. Très gros travail. Mais on met du cœur à l'ouvrage et voilà, on a la volonté. Justement, en parlant d'ouvrage, je sais que la culture de l'entraide est très présente chez vous et on parle même du coup de main. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Des fois, l'agriculture peut décourager. Eh bien, l'idée, c'est d'accompagner les personnes en coup de main. Donc, chacun à son tour, on va chez l'autre, on lui donne un coup de main, on le stimule, on va préparer sa terre, préparer son jardin. Et surtout qu'après, on fait un didico. Donc, on mange tous ensemble, après l'effort, le réconfort. J'aime beaucoup cette formule. Merci beaucoup, pour Chantal. ce partage. Merci. Vous l'aurez compris, le jardin... Le jardin n'est pas derrière nous, il est devant, il est l'avenir. Le jardin devient un jardin d'expérimentation, à la fois écologique, économique et social. Il est un espace exclusivement féminin où elle gère aussi bien les relations entre les humains et les non-humains. Il est cet espace de transmission des savoirs entre femmes. Il est aussi un lieu social où les femmes interagissent et développent leur émancipation. Comme si la Terre était cet espace d'affirmation de soi, de son identité, de son genre. Et si les femmes sont si nombreuses à défendre la Terre, c'est parce qu'elles ont un rapport maternel, viscéral. On le dit souvent, l'eau est vitale car elle maintient la Terre en vie.
La terre nourrit les êtres humains comme la mère nourrit son enfant de son sein. Et c'est bien de cette femme, si longtemps oubliée, toujours victime de plus d'inégalités sociales et économiques, que naissent les solutions de demain pour construire ensemble un monde plus juste et plus durable. Elles sont les jardinières du vivant et continuent de semer la justice, l'autonomie et la beauté. Bijoux corail, dans un point fermé de popinés. Bourgeon, corail rose, glissant entre les mains du filet. Bijoux corail, dans un point de popinés. Ma mère, ma tante, ma sœur, entends les fauves hurler leurs réactions barbares. Ne desserre pas tes doigts jusqu'à fracasser au grand jour tes incertitudes de solitude. Serrées aussi sont les mailles du filet. Filet de sang sur ta joue, sur ton cou, sur ton cœur. Bijoux corail, dans un point levé, point de femme, popinée, femme terre, terres océaniennes buvant l'écume d'hier pour bâtir ensemble la lutte. Dewe Gorodé, poétesse de Kanaki, Nouvelle-Calédonie, et première femme ministre de la Culture et de la Condition féminine. Et justement, en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, c'est bien dans les échanges coutumiers, excusez-moi, que les femmes Kanak révèlent leur puissance, leur beauté, mais aussi leur savoir, comme celui du tressage de la natte de bonjour. Un savoir transmis de mère à fille, comme une reconnexion à soi, une ouverture à l'autre dans le respect et la confiance mutuelle, représentée ici par les ficelles qui se chevauchent et se lient. Des empreintes comme un acte de résistance, comme un hommage à cette femme ultramarine qui se lève pour dire non. Justement, en Martinique, le réveil de la société civile et des femmes se fait entendre. Elles ne demandent plus la permission d'exister, elles reprennent la main. De retour au pays, Monette Marie-Louise a créé le domaine L'Antique. Elle s'inspire du centre agroécologique de Sangaï au Bénin. Elle parle d'agriculture autonome, à destination des femmes bien sûr. Elle parle aussi de formation, elle parle de bien-être et elle parle d'agriculture de risque comme une audace à vivre autrement, avec moins de dépendance et plus de souveraineté alimentaire. Elle parle d'une agriculture d'antan qui sème des graines d'avenir. Entourée de ses sœurs de combat, elle nous invite à revenir à la terre comme un acte militant. Femme jock, femme douvant, femme et puis point en lait qui a montré que nous au combat. Femme bois. Avec vigueur, s'il vous plaît, mesdames. Vous êtes des femmes, femme bois. Je te remets ton petite étiquette. C'est très symbolique puisque chaque personne, chaque femme qui a planté un cacao doit nommer de son nom
C'est Naomi, c'est son cacao, c'est à elle. Quand la conseillère de Pôle emploi a parlé de l'agriculture, ben ça m'a fait tilt. Je dis, bon, pourquoi pas. Pour moi, c'était partir à l'aventure. Pourquoi pas changer de technicien de surface, aller à l'agriculture? Oui, pourquoi pas. Première fois que je plante un cacao, ben, ça fait du bien. Nous réveillons les consciences sous les produits locaux que nous avons sous notre territoire, la Martinique. C'est comme des graines, voilà, qu'on va planter. Et ces graines-là vont donner un fruit, un légume. J'ai préparé une petite force et je vais chercher du paillage pour pouvoir planter. Les ignames que je vais planter, c'est les ignames de décembre. Si tu veux trouver à manger pour l'année prochaine, il faut planter. Sinon, tu n'auras rien. Tu commences, voilà, parfait, très bien. Tu mets sous les côtés. Mais là toujours, voilà, cherche bien ton sens. Voilà, il faut que ça regarde le soleil, celui-là qui regarde le soleil. Surtout quand on plante, on enlève les gants pour pouvoir le toucher. Parce que la terre là, il faut qu'on le ressente, il faut qu'il nous ressente, il faut qu'il sache qu'on veut que du bien. Il faut que nous revenons à quelque chose qui est évident, on va dire ancestral. On revient à faire du paillage. Mamie faisait ça quand elle plantait ses bananes, ses piments, etc. Mamie aussi, elle allait avec l'urine, elle envoyait ça le matin derrière la maison. Vous voyez, c'est des choses, on y revient. Je trouve que c'est très important de transmettre parce qu'il faut garder cette technique. C'est à quelle lune qu'on doit aller nettoyer les ignames? Alors, on demande la permission avant d'entrer sous les bois pour récolter les ignames bois. L'igname bois n'a pas besoin de lune. Quand on va récolter l'igname bois, le plante tout de suite, on replante. Je pense qu'ils sont fiers de voir qu'aujourd'hui, qu'il y a des personnes qui reprennent la main et qui amènent d'autres femmes, d'autres personnes à entrer dans cette ambiance-là. Cet igname-là, ça grimpe dans l'arbre. On l'appelle l'igname suspendu. C'est pomme de terre. Nous l'avons chez nous. Cette igname, elle n'a pas besoin de trop d'espace. Tu habites dans un balcon de cité. J'ai un pot de fleurs. Je dépose mon igname, 2 ou 3 bien, avec le petit fumier et tout. Vous mettez des ficelles, vous l'accompagnez et vous aurez à manger. Ça se travaille tout autour, parce qu'il ne faut pas blesser notre igname. Voilà. On y est presque. Voilà. Super les filles. Le fruit de la récolte avec notre sieur au son du chant. Ce sont des femmes qui te donnent l'envie de travailler la terre. Elles te donnent ce qu'elles ont, quoi, un partage. C'est ce qu'on appelle un partage. Monette, pour reprendre les derniers mots, ce moment de partage n'est-ce pas une manière de valoriser les femmes dans l'agriculture? Bien sûr, Domaine Lantique est un espace qui invite des femmes à se rassembler ensemble. Il n'y a pas du mal à se faire du bien. Nous sommes plus fortes, plus audacieuses et plus puissantes. Donc, un espace comme un atelier que vous venez de voir, nous l'avons intitulé Atelier Femmes Bois. Bois pour effectivement démystifier la nature, notre terre nourricière. Donc nous invitons les femmes de la Martinique ou d'ailleurs à venir partager avec nous une vision pour nous inviter à habiter autrement notre île en crise, pour nous inviter à habiter notre corps différent, à le soigner, à mieux l'alimenter. Et je vois d'ailleurs dans l'idée de soigner avec une agriculture locale et d'avenir, je vois que vous avez apporté dans vos valises un igname sans racines. N'est-ce pas une réponse au chlordécone? Le règne végétal, l'abondance. Règne végétal qui anticipe même nos besoins. Vous entendez beaucoup parler de chlordécone. Nous avons une nature qui a anticipé nos besoins avec un igname qui se développe en l'air. Un pied de nez au sol pollué, chlordéconé ou autrement pollué par d'autres pesticides.
un pied de nez, pour nous demander de crier ensemble, assez plairer en nullité. Ça veut dire quoi? Mettons-nous devant, debout et avançons ensemble. Nous avons dans la nature des ignames qui peuvent nous nourrir, un igname qui se consomme comme de la pomme de terre. Et dans votre concept, vous parlez d'agriculture de risque. Vous pouvez nous en parler? Je suis très curieuse. Qui mieux que celui qui cultive la terre pourrait parler de risque naturel et de résilience face aux événements naturels? Nous sommes des Iliens, pas forcément des insulaires, nous sommes des Iliens, ancrés dans un petit caillou, torturés par la brume des sables, par la montée des eaux, par des cyclones, des ouragans, et nous sommes là. Nous sommes debout. Donc notre agriculture se doit d'anticiper des risques climatiques qui nous annoncent un réchauffement climatique galopant, nous le voyons avec la montée des eaux. Et plus qu'un agriculteur, il doit anticiper comment il va nourrir une population le jour où le bateau n'arrivera pas, le jour où l'avion ne pourra pas atterrir. Oui. Merci Monette. Je retiens un acte militant pour construire ensemble un monde plus durable avec les femmes. Cultiver l'avenir, c'est aussi se baser sur des valeurs que l'on retrouve dans la Caraïbe, celles notamment de la culture de l'entraide, du collectif, du partage. Des valeurs sublimées par les chants des criés, ces gazettes de l'oralité. Un art vivant venu des cultures africaines et emmené par les esclaves. La couronne en oualé, qu'aille maman moi, belle, belle, la caille papa moi, ça y est, qui? La couronne, c'est pas pour moi. La couronne, c'est pour moi. Yeki! Oh, c'est baissé. La couronne en oualé. Kay maman moi, belle, belle, la caille papa moi, ça y est, qui? La couronne, c'est pas pour moi, la couronne, c'est pour moi. Ce sont aussi des chants qui accompagnent depuis plus de 200 ans les cultivateurs dans le labour des terres de leurs ancêtres, des terres si pentues au pied de la montagne pelée que les machines ne peuvent passer. Le lassotais, littéralement à l'assaut de la terre, est une tradition solidaire du travail et un savoir ressuscité en 2008 par une femme, Annick Jubenot. Aujourd'hui, en cours d'inscription sur la liste du patrimoine culturel immatériel français et de l'UNESCO, il est plus qu'un labour collectif. Le lassotais est une organisation sociale, une société où tout moun c'est moun. Chaque personne est une personne à part entière. C'est une philosophie du lien, donner de sa force pour recevoir celle des autres, travailler ensemble
pour que personne ne reste seul. Ici, on ne laboure pas seulement la terre, on sème l'idée d'une solidarité agissante, d'une résistance douce et profonde. Comme ici, dans le Nord Caraïbe, lors d'un lassotais féminin pour l'école de Font-Saint-Denis. Boitez, soufflez. C'est la musique qui va permettre aux travailleurs de travailler et c'est les travailleurs qui vont permettre à la musique de fonctionner. C'est parce que c'est en osmose que ça fonctionne. Finalement, le travail devient une danse. Donc en fait, c'est le miroir, le reflet de ce qu'il entend. La force, c'est le fait que nous soyons différents et que nous conjuguons ensemble. Et ça, c'est vraiment l'esprit du lassotais. Et mon aïeul disait que tifumi qui tifumi, qu'a souvent bail pour faire et utile. Donc que même les petites fourmis ont leur utilité dans la vie. Même ceux qui n'ont pas l'habitude, au bout d'un quart d'heure, eh bien, vont rentrer en synchronisation et tout le monde aura le même geste au même moment et va poser. On va être au son, comme on dit. On est au son. On est au son. La conque de l'ambi te donne une énergie, un rythme qui te permet d'avancer et puis de sortir de soi et de labourer ensemble. Au bout d'un moment, les gens rentrent en transe, ce qui fait qu'on a du mal à lâcher la houe. Parce que la houe devient un prolongement de soi. Mais faire du lassotais, c'est être en osmose musicalement, être en osmose énergétiquement. C'est holistique. On fait corps avec la nature fait corps avec le spirituel. On est une partie du cosmos. On ne fait qu'un avec la terre. On ne fait qu'un. Alors là, c'est vrai que j'ai des bottes, mais parfois j'ai une terrible envie de les enlever pour ressentir l'énergie du sol qui remonte. Tout simplement, c'est magnifique. C'est un boost d'énergie, ça donne envie, ça fait plaisir. En plus, non, franchement, que des femmes. Ils pensaient peut-être qu'on n'y arriverait pas tout seul, mais en même temps, ils veulent participer. C'est normal. C'est vrai que c'est des pratiques qui reviennent, mais ça fait plaisir en tout cas de voir ce collège de femmes et on arrive quand même sans les hommes. Moi je suis venue avec mon fils, mais montrer aussi que bah, voilà, maman aussi, elle cultive. Voilà. et c'est ce respect en fait des petits envers les aînés, ce respect aussi de dire bah, maman elle est capable, ça veut dire qu'eux aussi quand ils vont grandir, bah, elles seront en mesure de dire bah, ma femme elle est capable de faire aussi. Donc c'est en fait, ce respect mutuel qu'on retrouve à travers ces activités et pour montrer un petit peu que les femmes sont au centre de la vie familiale et de la vie culturelle. Les femmes, le vestillon, Marie-Inès, les vestillons. C'est quelque chose qui m'a donné du frisson parce qu'on était vraiment gardienne de la transmission. Et que là, nos enfants étaient là avec nous, nos petits-enfants étaient là avec nous. Donc là, je sais que le lassotais aujourd'hui est sauvé définitivement. Ce qu'on a vécu ce matin, c'était une leçon de vie guidée par la musique, de manière sociale. Une société qui fonctionne sur l'entraide, le partage et le don contre don. Donc je te donne de la musique, tu me donnes du travail. Tu viens travailler pour moi, je viendrai dimanche prochain travailler pour toi. Donc c'est une pratique qui a toujours été, mais qui n'a pas transpiré sur toute la société. Et ce serait intéressant que ça transpire aujourd'hui. Tu veux dire ? Annick, j'ai une question. Puisque le lassoté, c'est une manière d'agir, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il s'étende à toute la société ? Si, parce que ce sont des valeurs transversales, ce sont des valeurs d'amour, de respect, de partage, de don contre don. C'est aussi la prise en charge de nos anciens, pense par la jeune génération, mais aussi la prise en charge de la jeune génération des anciens pour faire la transmission aux jeunes. Et c'est la meilleure façon de faire vivre une société, l'intergénérationnalité.
Et dans cette dimension d'intergénérationnalité, comment se placent les femmes dans le Lassotais? Alors, à la base, le Lassotais était surtout une affaire d'hommes, mais de famille, parce que les hommes venaient avec leur famille. Quand nous avons monté l'association, les femmes se sont mises aussi bien au tambour qu'en ligne sur les lignées de bourreurs. Et aujourd'hui, à la demande de Anne, on est allé beaucoup plus loin, on a osé. Et bien, on a fait véritablement un Lassotais de femmes et on était fiers parce que nous avons descendu nos 2 hectares comme les hommes et c'est eux qui nous ont servi et à la fin, ils piétinaient pour venir avec nous parce que nous étions donné une leçon. On n'était pas l'un contre l'autre, mais l'un avec l'autre. Et je crois qu'il est important que notre société, on soit plus sexe contre sexe, mais qu'on soit chacun dans la valeur que la vie nous a offert, eh bien qu'on soit en partage. Finalement, le Lassotais, c'est les prémices de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie sociale et solidaire. Eh bien, le concept de l'économie sociale et solidaire, c'est assis sur nos valeurs. La première valeur qui est la non-lucrativité, c'est que chacun d'entre nous doit recevoir une part équitable. La deuxième chose, c'est une gouvernance participative, c'est-à-dire que ce n'est pas un qui décide pour gérer les terrains des autres, c'est on s'assoit, tu as besoin de quoi? Ok, c'est pour toi la semaine prochaine, c'est une organisation qui se fait ensemble, c'est une utilité sociale parce qu'on partage sa force de travail et puis c'est surtout le plaisir d'être ensemble parce que je crois que c'est une valeur qu'on oublie. Le travail ne devrait pas être quelque chose de forçant mais un plaisir de partage. Merci Annick. Un avenir qui s'accompagne donc de cet art de faire parler la terre et de ces chants de labour qui nous rappellent ces temps de l'esclavage et de la fuite des nègres marrons dans les montagnes. Des chants de la vie quotidienne, des paroles adressées à la nature, parfois mystérieuses ou tout simplement coquines. Ce soir, l'artiste passeuse de mémoire Stella Gonis nous offre quelques-uns des chants qu'elle a collectés auprès des anciens du Nord Caraïbe. Levez, levez, oh, levez, oh, levez, oh. Je livrai, bah moi trois coups de tambour. Je livrai, moi dis, bah moi trois coups de tambour. Coups de
Ça c'est quand monde ça ira, tin, boitine, ça ira, ça c'est pas un homme, ça ira, tin, boitine, ça ira, ça c'est non, bébé, ça ira, tin, boitine, ça ira, ça c'est non, bébé, ça ira, boitine, ça ira, ça c'est non, monde, ça ira.
La nous ka gager mon yak là. Ça c'est non mon ça ira. Ya la ira tin boatin ça ira. Ça ira tin boatin ça ira. Ça ira tin boatin ça ira. Ça c'est non beb ça ira. Ça c'est non mon ça ira. Merci. Des Caraïbes à l'océan Indien, de mêmes pratiques, de mêmes savoirs pour mieux préserver la terre et l'humain, comme celui des plantes médicinales pour soigner le corps et l'esprit. Aujourd'hui, c'est le temps de la reconnaissance d'un savoir qui se situe au croisement de la santé, de l'environnement, de l'alimentation et de la culture. 600 espèces sont en effet dans la pharmacopée traditionnelle créole. Et pas moins de 46 sont désormais reconnues dans la pharmacopée française. Ces femmes de savoir ouvrent la voie vers une médecine intégrative, avec une vision holistique de la santé et du bien-être. Mais il existe des usages et des histoires bien différentes en fonction de la géographie, de la biodiversité, de l'histoire et de la tradition. À l'origine des tisanes réunionnaises, la fuite des esclaves dans les hauteurs de l'île dès le début du XVIIIe siècle. Loin de tout, ils ont été obligés de se tourner vers les ressources naturelles de l'île, soit plus de 250 espèces endémiques pour faire face aux épidémies. Si ces savoirs ont dû être dissimulés plus tard, lors de l'arrivée de la biomédecine, la tradition ne s'est jamais éteinte. À l'abri des regards, hors du circuit officiel, les tisaneurs ont continué à prescrire des remèdes naturels. Quand la biomédecine s'avérait inefficace, certaines plantes soulageaient. Aujourd'hui, les bienfaits des tisanes sont enfin reconnus officiellement. Sur l'île, de nombreux pharmaciens ajoutent dans leur rayon parapharmacie certaines préparations traditionnelles. Ils plaident pour une cohabitation intelligente entre la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle. Notamment, je pense à l'exemple du chikungunya cette année, en 2025. 19 plantes sont inscrites dans la pharmacopée française. Un diplôme universitaire d'ethnomédecine est dispensé à l'Université de La Réunion. Et depuis 2023, les tisaneurs sont reconnus comme des paysans botanistes. Ils, elles, seraient plus de 60 à pratiquer cette médecine préventive. Elles sont des femmes de savoir, mais bien plus encore. Moi, je dirais plutôt, je suis une passionnée de la nature, une passionnée des plantes. C'est une partie de moi. Je suis une plante. Je suis une plante qui soigne, je suis une plante qui prend soin de mon ami à côté. On dit de Sillaos que c'est un lieu, parce que Sillaosa, la signification, c'est un lieu où on ne quitte pas. Ben, la preuve, moi je suis partie, je suis revenue dans ma forêt où j'ai grandi. Et Sillaos, pour moi, c'est mon pays. Hein. C'est un jardin que j'ai créé de mes mains. J'ai grandi dans une famille de tisaneurs.
Chez nous, la tisane était presque obligatoire parce que papa disait qu'il ne voulait pas d'enfants malades. Mon objectif premier, c'est faire connaître ces plantes et transmettre ce patrimoine que moi j'ai acquis. L'arbre titri, vous connaissez l'arbre à thé? Mais il cause pas trop bien anglais, hein, mais il dit titri, voilà. Mais il essaye, mais des fois quand il dit, bon, il comprend pas trop. Donc c'est l'arbre à thé. C'est l'huile essentielle qui est beaucoup utilisée, hein, mais moi, il arrive à moi de prendre des petites branches comme ça et de faire une infusion, comme elle est enrhumée. Pareil, il donne azote pour les autres sentiers, les autres il fait passer parce que l'odeur est très forte. Hein. Ouais. Chaque petite plante qui est là, c'est moi qui l'ai mise et puis je regarde son évolution chaque jour. Et quand la plante grandit, ben moi aussi je grandis. Il faut surtout prendre soin de ce qu'il y a dans la nature et puis savoir les apprécier et puis les utiliser. Et là, nous avons une autre qualité de géranium encore. Ils appellent ça géranium citronné. Ça sent un peu le tupic, ça, par contre. C'est assez agressif comme odeur. Quand il sent le tupic, c'est vraiment bien contre les moustiques. Voilà. Hein? Puis en même temps, ce qui est bien aussi, c'est que maintenant, on fait de l'hydrolat de géranium, qui est beaucoup moins cher. Moi, je nettoie la maison avec. Comme ça, la maison sent bon. Et en même temps, ça purifie la maison et l'atmosphère. Et c'est bon pour la grippe aussi. Finalement, on s'aperçoit que les plantes, il y a plein d'usages d'une même plante. Au début, je ne savais pas que ça pourrait être une infusion pour soigner aussi. Je voyais ma grand-mère mettre dans l'huile essentielle, que nous, on appelle l'huile parfumée, quoi. Non, mais il fait à moi tellement plaisir voir le bon petit jeu qui pétille, le partage, tout ça, que en fait... Donc j'ai grandi en forêt. Du coup, on a été beaucoup soignés aux plantes avec mes sœurs. Cataplasme de branle quand on a une entorse, le zambaville aussi pour soigner, pour faire les bains, parce que ça grattait, etc. La plante, pour moi, c'est effectivement le premier médicament. On appelle cette plante jolie cœur à cause des graines qui sont en forme de cœur rouge. Les feuilles qui sentent bon, ça sent la carotte quand on froisse. Les jeunes gens et les jeunes filles, quand elles allaient au bal, il n'y avait pas de déodorant. Donc ils prenaient ces feuilles-là, ils froissaient et après ils passaient sous les bras pour ne pas sentir de la transpiration pour aller danser. Nous allons aller dans la forêt pour voir les plantes endémiques, les plantes indigènes. Il n'y a pas les bois cassants parce qu'on casse à facilement. Ils cassent facilement, bois cassants. C'est pour ça qu'il appelle les bois cassants. Et ça, c'est un super bonne tisane, c'est un anti-inflammatoire pour tout l'organisme. Il y a Reine-Claude, quand on voit ce qu'elle a fait et ce qu'elle a pu hériter de sa famille et transmettre ça, c'est un vrai trésor en fait. Et revenir là dans ce côté nourricier, maternel, avec de la sororité. Et ça, en fait, c'était assez phénoménal et précieux. Parce que moi, j'ai vraiment grandi individuellement auprès de femmes qui savaient qui elles étaient, qui avaient quelque chose à transmettre et qui se battaient pour leur quotidien, leur territoire, leurs enfants, leurs voisins. Et c'est vrai que je trouve que la femme, elle a aussi cette puissance qui est là. On m'appelle Madame Courage, mais autour de moi, il y a plein de femmes courage. Il n'y a pas que moi qui est femme courage. L'idée, c'est aussi que cette femme qui est souvent dans l'ombre ici à Cilaos, il faut qu'elle montre son savoir-faire. Je veux montrer que ce savoir, je le partage avec les autres et montrer aussi que moi, je suis capable. Reine-Claude, c'est dire votre amour pour les plantes et les humains. Comment vous pourriez nous parler de ce rapport thérapeutique aux plantes? Bonsoir tout le monde. Moi, je pense que les plantes peuvent sauver. La preuve, je suis là ce soir parmi vous et je ramène mon savoir ici à Paris, savoir qui me vient de ma famille, de mes arcs-boutants, comme on dit, pour parler créole. Pour moi, la nature, c'est une thérapie pour l'âme, une thérapie pour les blessures de la vie. Elle est tellement puissante qu'on n'imagine même pas ce qu'elle peut faire sur notre vie, sur notre comportement, sur tout. On est lié à la nature. Et je vois que de votre jardin, vous nous avez amené plein de plantes
plantes. En effet, j'ai ramené des plantes de la Réunion. Oui. Alors, il y a du femme, il y a du fleur jaune, nous avons du bois cassant ici. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de préparation de tisanes, décoctions? Oui, alors il y a plusieurs façons de préparer la tisane. Donc, on va la préparer en infusion, on va la préparer en décoction. Et on peut la préparer aussi en macération. Donc macération de la plante dans souvent de l'alcool qu'on appelle alcoolature. L'infusion, c'est la plante qu'on va mettre dans l'eau bouillante, qui se prépare comme du thé. Après, vous avez la macération, la décoction, c'est plus avec les plantes de la forêt, les plantes dures. Alors l'infusion se boit chaude, plus ou moins tiède. 3 tasses par jour à peu près avec les plantes. On fait l'infusion avec les plantes qui sont aromatiques, comme on dit, comme le femme, le fleur jaune, le romarin. On peut faire des infusions, c'est conseillé de faire des infusions. Et la décoction, c'est avec les racines, les feuilles dures de la forêt, comme le bois cassant ici. Mais bien sûr, quand on les cueille, on ne cueille pas les plantes n'importe comment, on cueille les plantes avec respect, avec humilité. Et on remercie toujours l'univers de nous donner toutes ces belles choses, ce patrimoine qui est riche. Et la décoction se boit à la soif. Quand on a soif, on boit 1,5 litre, on prépare, on met ça dans le frigo, ça peut tenir 3 jours, donc on boit la décoction à la soif. Merci Reine-Claude. Vous parlez beaucoup de la connexion à la nature et d'ailleurs, vous dites que vous êtes une plante parmi les plantes dans votre jardin qui a plus d'une 50aine de plantes médicinales. C'est dire votre relation à la nature. Est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques mots? Pour moi, une plante, elle dégage une sagesse, une certaine intelligence. Je dirais que entre nous et la nature, il n'y a pas de frontières. Entre nous, il y a une solidarité peut-être invisible que certains ne perçoivent pas, mais elle est là et on a besoin d'elle. Je dirais aussi que la vie n'est qu'une et elle englobe un tout, peu importe où on peut se trouver sur cette planète. Voilà. Il y a une phrase que je retiens dans ce que vous nous dites, c'est « La nature nous offre toujours ce qu'elle a de meilleur. Elle guérit, émerveille l'âme, l'esprit et le cœur. Elle inspire les rêves et les contes. » Et justement, le métissage de la Réunion a plusieurs visages, culturel, cultuel et végétal. Ceux qui ont débarqué sur les rivages, venus d'Inde, de Madagascar, d'Afrique, des campagnes de France, ont apporté leurs plantes, leurs savoirs, leurs essences de notre métissage. Chacun, chacune a contribué à nourrir une relation sacrée avec la nature en construisant une histoire commune. Et les femmes, dépositaires des savoirs ancestraux, ont contribué à construire le matrimoine. Isabelle Joly est l'une d'entre elles. Elle conte des histoires. Elle est une passeuse de mémoire. Mi emmène azot d'un voyage dans la forêt, d'un voyage à l'île de la Réunion, dans l'océan Indien. Et à cet endroit-là, on avait une petite fille qui appelait Marie, tout simplement. C'était la dernière née d'une famille de 9 enfants. Personne ne s'occupait d'elle. Donc elle passait son temps dans la forêt à écouter les chants des oiseaux, à écouter le chant du vent dans les arbres. Et parfois, elle pouvait rester immobile pendant des heures, au point où les papillons, la prenant pour une fleur, se posaient sur son épaule ou dans ses cheveux qui sentaient le vétiver ou le géranium.
Et puis parfois, elle se promenait dans la forêt, elle marchait, elle courait, et puis, ce qui devait arriver arriva. Elle tomba dans un trou et se fit une entorse à la cheville. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que la fée des fleurs jaunes suivait son cheminement et elle était toujours là. Et quand elle a vu la pauvre petite qui pleurait, elle s'est approchée, elle lui a essuyé les larmes. Elle a dit, mon enfant, quoi y arrive à où? Et Marie a dit, ben regarde-moi, la tombe d'un trou, mais il ne connaît pas comment m'y ça faire pour rentrer la case. La fée a dit, pas de problème, m'arranger ça pour vous. Elle a pris des fleurs jaunes, elle a pris de l'écorce du bois de goyavier marron, elle a écrasé tout ça et elle a fait un cataplasme. En moins de temps que je vous raconte, la cheville était guérie. Marie rentrait chez elle. Cette nuit-là, elle a rêvé de la fée qui l'invitait à la rejoindre sous un grand arbre, un grand mahot en fleurs. Et le lendemain matin, la première chose qu'elle a dit, « Moi, elle est guérie !» Mais il voudrait tellement apprendre les secrets de la forêt. Ouais, la fée a dit, « Mais ma fille, les secrets, ils ne donnent pas comme ça, il faut mériter. » Alors, Madina dit, il faut faire quoi? 3 épreuves. Première épreuve, tu vas passer la nuit de la lune noire toute seule dans la forêt pour vaincre tes peurs. Et c'est comme ça que cette nuit-là, Marie avait bu un petit mélange préparé par la fée pour elle. Et cette nuit-là, elle a rêvé d'un grand oiseau, la papang. Et la papang l'a emmenée sur son dos. Et le lendemain, quand elle a raconté à la fée ce qu'elle avait vu, la fée lui dit, tu as merveilleusement réussi la première épreuve, tu as trouvé ton animal totem. Quand tu ne connaîtras pas une plante, c'est elle, avec ses yeux, qui va la découvrir pour toi et qui va te l'offrir. Mais ce n'était pas fini. Le lendemain, la fée l'emmena au bord de la cascade près de la rivière et lui dit, regarde, au fond de l'eau, il y a un petit caillou bleu. C'est un talisman, mais il faut aller le chercher. Et Marie n'avait jamais mis la tête sous l'eau, donc elle s'est dit, il faut ce qu'il faut. Alors, elle a bloqué sa respiration et elle a plongé et elle est remontée avec le petit caillou bleu. Mais il restait encore une dernière épreuve. Et cette épreuve-là est arrivée pendant la nuit. Pendant que Marie dormait, la papang est venue la chercher, l'a portée sur son dos, l'a emmenée au cœur de la forêt. Là, il y avait un grand arbre aux feuilles d'argent qui brillaient sous la lune. Elle a cueilli quelques feuilles et le lendemain matin, elle les a trouvées sous son oreiller. C'était l'arbre du bois de senteur qui est notre arbre sacré. Et c'est ainsi que Marie a mis le pied dans le secret de la forêt. Et elle a appris tous les jours une nouvelle plante qu'elle retenait dans sa tête. Elle ne devait pas prendre des notes comme on fait là. Tout devait entrer. Elle devait s'imprégner de ces savoirs qui lui étaient offerts. Et puis, quand elle ne trouvait pas de plante pour soigner une maladie, il y avait son amie la papang qui était là pour l'emmener et qui, avec ses yeux merveilleux, lui montrait la plante et lui disait à l'oreille comment se soigner. Et Marie a appris le secret des fleurs jaunes, le secret du bois d'arnette, le secret du bois de l'hosto, tous les beaux arbres que nous avons chez nous et qui ne demandent qu'à nous soigner et à nous guérir. Merci. En Océanie, les soins ancestraux étaient aussi mis sous la protection d'une ou de plusieurs divinités. La maladie était perçue comme l'intervention d'un esprit maléfique, la maladie vécue comme une malédiction. Fatou Iva, aux îles Marquises, est l'île des superlatifs, la plus éloignée, la plus sauvage, la plus pluvieuse. Mais la forêt
expire son haleine d'humus comme un baiser mouillé de la terre gorgée d'eau. La végétation est luxuriante, l'air embaume 1000 senteurs, et c'est par la beauté des femmes et l'odeur du bouquet de 1000 senteurs de Umuhei, attachés à leurs cheveux, que la maladie était éloignée. Si elle se rapprochait, il fallait y répondre par l'usage des plantes, des massages et des soins psychologiques. Et comme la femme prenait soin des enfants, c'était à elle de pratiquer cette médecine traditionnelle. À Fatou Hiva, pas de médecin, une infirmière et des guérisseuses. Aujourd'hui, il ne reste que 4 guérisseuses. Elles sont le trésor de l'île. Mesurez d'abord ta main. C'est un bois précieux, hein, qui est utilisé aussi pour faire les médicaments, parce qu'aujourd'hui, elle va nous faire un médicament spécialement pour les femmes, pour nettoyer les femmes. Voilà. Ben, il faut savoir qu'ici, à Fatou Hiva, nous n'avons qu'une petite infirmerie. Nous n'avons pas de médecin. Au début, on avait une adjointe de soins, elle s'appelle Ida. Et quand elle voit qu'elle n'a pas ce qu'il faut pour vraiment soigner une personne, elle dirigeait cette personne vers les mamas qui font des médicaments à base de plantes médicinales. Mamie Julie, je l'ai toujours connue depuis petite. C'est une grande guérisseuse, Mamie Julie. En fait, moi, je veux le faire, c'est plutôt pour mes enfants. Hein? Et que moi, je veux apprendre à faire. On a besoin de ça. Ces graines-là, cette plante, qu'on appelle le kariri chez nous, c'est l'aspirine. On fait des colliers avec. Et quand on a mal aux dents, quand on a mal à la tête, allez, on prend une graine. Alors on se promène avec notre pharmacie sur nous. Et c'est très, très, très joli. Hein. Je parle beaucoup aussi avec mes plantes, tous mes fleurs aussi. Quand je dis comme ça, mes fleurs, j'ai besoin de vous. Pourquoi, ma soeur? Pour la parole. Tu as déjà fait avant-hier? Pendant qu'on ramassait le médicament pour les ancêtres, c'était comme s'ils étaient avec nous. Il y avait des esprits aussi qui rôdaient. J'ai senti, mais je faisais comme s'il n'y avait pas. C'est cette amande-là qu'on va utiliser pour les médicaments. Quand le liquide est bien foncé, c'est-à-dire que la maladie est c'est assez fort. Hein. Il faut vraiment boire. Hein. C'est surtout pour nettoyer tout le corps. Hein. Elle a beaucoup d'ingrédients pour faire ce médicament. Aussitôt qu'il est fini, on peut le boire. Toujours prendre le médicament avant 15 heures. Avant que les esprits de la nuit rôdent et viennent boire en même temps que toi. Maintenant, je sais faire et je peux faire aussi pour ma famille aussi. Merci Seigneur de nous avoir réunis dans mon foyer. C'est un plaisir. Ça donne envie peut-être à tout le monde, aux autres, de revenir, de garder tout ce savoir, tout ce bien-être qui est fait par les plantes. Hamani apa usaravaki. Là, il n'y a que des médicaments. Je pense que c'est important de garder tout ça, de collecter tout ça. Oui, je donne sur Facebook. Pourquoi pas? C'est une façon aussi de donner, de transmettre. Et parmi tous ces cahiers d'école, Sarah nous a fait le plaisir de voyager avec un de ces cahiers. Vous l'avez ce soir sur scène. Sarah
Pour vous, consigner ces médicaments à base de plantes, ça veut dire beaucoup, et c'est aussi récolter des histoires autour de ces plantes. Oui, justement, alors, comme histoire, je voudrais vous raconter l'histoire des noix du Bancoulier. Les noix de Bancoulier servaient à nos anciens d'abord, pour s'éclairer, parce que la noix de Bancoulier, chez nous, ça se dit Amma, et Amma veut dire lumière. Ils ont filé ça, ils ont filé les amandes sur une tige de bambou, ils brûlaient et ils s'éclairaient avec ça. Et l'huile, ces graines, ces amandes qui sont grillées, pilées avec de l'eau, servaient à l'encre de tatouage. Et les amandes fraîches pour soigner le corps. Voilà l'histoire de ces noix de Bancoulier. Est-ce qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, de connaître tous ces savoirs, vous définissent en tant que marquisienne? Oui, parce que toutes ces plantes, sitôt le matin, il faut que j'ai ces plantes sur moi, c'est-à-dire mon huile de massage que je fais moi-même. Toutes les plantes macérées dans l'huile de coco pendant 3 mois et qui donnent un parfum, oh là là, magnifique. Ou alors de la poudre de santal. Toutes ces huiles que nous faisons, tous les mamans de Fatou Hiva, elles font ces huiles parfumées pour les massages, pour soigner. L'huile au santal, comme je dis, l'huile au santal, le monoï chez nous, ça se dit pani. C'est surtout pour les surfeurs, ça guérit les blessures sur les coraux. La poudre de santal, les nouveau-nés, lorsqu'ils perdent leur nombril, le pitot, on dit chez nous, on met de la poudre de santal et un peu d'huile et ensuite on attache. Et ça pendant 1 mois. Et ça guérit de l'intérieur. Toutes ces plantes soignent. Le matin, on a besoin moi j'ai besoin de ces plantes. Je me masse avec mon pagne, avec mon huile. Je fais mon bouquet. Bon, je n'ai pas la chance d'avoir les plantes de Fatou Hiva. J'ai pris les plantes qui étaient chez vous. Et je fais mon bouquet. Et tout ça, ce sont les plantes de mon île. Donc, mon île m'habille. Toutes ces plantes me soignent, me parfument. Et ça soigne. On a vraiment besoin de toutes ces plantes. Oui. Nous n'avons pas de médecin. Pas de médecin chez nous. Ils viennent 1 fois tous les 2 mois. Nous n'avons pas de dentiste. Heureusement qu'il y a le basilic sauvage pour soigner les maux de dents. Voilà. Toutes ces plantes qui nous soignent. C'est important. Et j'ai recueilli toutes ces recettes. C'est pour les transmettre, pour donner, pour partager avec tout le monde. Merci Sarah. Un vrai témoignage d'une médecine plus douce, plus reliée à la nature, peut-être même plus spirituelle que celle que nous utilisons au quotidien dans notre société. Et dans ce sens-là, aujourd'hui, c'est le temps de la reconnaissance de cette médecine naturelle, traditionnelle, à l'échelle de la Polynésie. C'est un nouveau modèle de santé qui voit le jour. À l'Institut Malardé de Papeete, ils cultivent une 50aine de végétaux avec un objectif thérapeutique. Cette médecine traditionnelle s'invite aussi à l'hôpital, au service des urgences, au service d'oncologie et de pneumologie. À cet endroit-là, les tradipraticiennes
ont le droit de venir pour prodiguer des soins, notamment à base de massage, mais aussi accompagnés de chants ou de danses qu'elles ont reçus de leurs ancêtres ou du monde invisible, des dieux de la cosmogonie. Ils sont toujours donc rattachés à des légendes, comme la légende de l'oiseau. Cette légende, Sarah, je crois qu'elle fait partie de votre identité. Eia, e hamaka nei au te akakai o ti teihaka iki. Ti utuna, ti taitai hakana, te ni taitai hakana tai e no te hapho e to i mataina. Ina pō ka kiu i te whenua enata, una o te motu o hiva oa, o tō te kaawai o puamau, e poe nei ti te mataina a ahitia ti te heka iki. Te nei heka iki, ia ia te mau, te nei tau tae, hakana, te tau tupuna, te tau kakiu, i vai e ia ia. Te ia ai te ia, e tai ia vipu a mamai o toto i whenua, e aha he poi makaka, poi kamo i tihe o toto i whenua, no te to'o i tai to tatai. Wa tāte ni heka iki man heone, tihe in heone, we, hea te a. Wa iteiti te vihine, po o tu nui, moea a in heone. Wa tihe te ni heka iki au, tau vihine. Wa tiohi te ni vihine te ni heka iki au we tau ahana. Pāna mai tine na o tene mo enata, mo tauna. Wabano aua, pā te hine na o. Wa tō o tene heka iki tene vihine, mea vihine nā ia. O tene mo tauna, no hoi o toto au po e tina. E wa whanau te tama, whanau te ui i tene tama. Ke ia tene tama. Titai a, wa tihe te po i makaka, mi te tau motu ke, hano mai, ma i tēnei taitai haka nā tēnei mataina. E hata ato hanei han, kamo i te tāma te haka iki, kamo, hano pe au, hano ato i uumi tēnei ama, te mea ai te haka iki i tu mai, tēnei taitai haka nā ia. O te a, taitai haka nā o iho i te haka o te manu. O tēnei koina o te haka manu, i tēnei tainei, o ia a te koina tūmu o te whenua enata. Pauai. Une petite traduction en français pour ceux qui ont besoin. Je me souviens de l'histoire d'un chef des îles Marquises qui, avant de mourir, voulait offrir à sa tribu le haka manu, la danse de l'oiseau. En même temps, dans la baie de Puamau, sur l'île de Hivaoa, un jeune pêcheur recueille sur la plage une forme humaine, une femme merveilleuse. Bientôt, un fils naît, grandit, mais se fait capturer. Nous sommes aux temps anciens de la chasse à l'homme. Et pour le sauver, le père révèle le secret, le haka manu, la danse de l'oiseau. Aujourd'hui, entre le monde des vivants et des morts, cette danse est devenue la danse nationale des îles Marquises. Une danse qui symbolise la majesté et la liberté de l'oiseau qui survole le monde. La danse de l'oiseau est la danse de l'amour et de la vie, mais elle est aussi une danse guerrière. Mama.
Cette danse de l'oiseau, une danse de l'amour et de la vie, mais aussi une danse guerrière, est un paradoxe que l'on peut retrouver dans l'origine de certains savoirs. Je pense notamment en Nouvelle-Calédonie Kanaki, depuis 3000 ans, où les Kanaks vivaient sur un territoire grand comme la Corse. Nous avons connu à ce moment-là, au moment du débarquement des Européens en 1853, des rencontres souvent violentes. Violentes à tel point que les Kanaks ont été parqués dans des réserves que l'on appelle aujourd'hui les tribus. S'ensuit depuis plusieurs années un long combat pour retrouver les terres, parce que ces terres représentent leur identité. Une identité ancrée dans nos racines, dans notre clan, dans notre tribu et dans notre coutume. Les Kanaks ont toujours continué à transmettre en secret leur savoir, et les femmes, particulièrement le savoir du tressage, mais aussi celui du sujet de ce soir des médecines traditionnelles et des plantes médicinales. Ce savoir se faisait de génération en génération, de clan à clan, de famille à famille. Kehorure endo kwire muru endo kwire ainjo tapongenda wani Kehorure endo kwire muru endo kwire ainjo tapongenda wani Je me souviens. Je me souviens, le cocotier, debout sous le vent, c'est la femme. Son eau désaltère, sa chair nourrit, sa coque protège et sa fibre se tisse. Comme la femme, il donne, il soutient, il tient la maison debout. Je me souviens qu'à l'entrée des cases, les plantes veillent. Elles repoussent le mal, elles accueillent le bien. Elles sont les gardiennes invisibles de nos pas. Alors, je vois le lien, le cocotier, femme, et les plantes gardiennes, toutes deux protectrices, toutes deux matrices. Elles veillent sur le corps, sur l'esprit, sur nos clans. Et dans leurs racines, dans leurs chants silencieux, c'est la même résonne, c'est la même parole qui résonne. Prendre soin
transmettre, tenir debout. Et c'est dans la transmission des savoirs que s'élabore cette parole kanak. Elle tisse les liens, dit le monde et lui donne un sens. Elle peut être douce, légère, puissante et joyeuse. À chacune de ces remèdes, on pouvait trouver des soins pour les maladies du corps et de l'esprit. Mais aujourd'hui, avec les événements récents, l'arrivée de la biomédecine et l'année dernière, les émeutes, nous n'avons plus de médecins. Les médecins sont partis, les infirmiers sont partis. Par conséquent, des femmes de savoir, kanak, ont décidé de lever le secret et de partager publiquement leur savoir. L'exemple de Isabelle Tuyenon, de la tribu du Haut-Djelima en pays Kharachu, en est un très bel exemple. Un acte courageux et une responsabilité pour cette femme, une femme attachée aux valeurs kanak, à la coutume, cette coutume qui régit la vie sociale de mon pays. C'est une transmission de feuille à feuille, de génération en génération, de mère à fille. C'est important de demander la permission. Vous cassez une branche, vous cassez une fougère, puis vous posez par terre, et puis vous saluez, puis vous dites bonjour. Voilà, nous sommes ici pour venir prendre les besoins qu'on a dans la forêt. La plante là qu'on cherche, ça pousse dans les grands arbres ou dans les petits. C'est en forme de cœur, tu disais. Oui, oui. Et je ne savais pas ce que je cherche. Moi, je ramassais tout ce qui est en forme de cœur. Voilà. Ah oui. Et puis quand je suis allée, il y en avait un qui a attiré mon attention. J'ai dit, mamie, regarde, c'est ça. Oui, c'est ça. Ah, et elle me dit comme si que quelqu'un m'a appelé et on l'a trouvé en fin de compte. Oui. Cette fameuse plante là, c'est une liane en fait. Ah, on voit oui. qu'elle s'accroche là partout, elle est racine. Elle sert pour les nourrissons. Quand aussitôt sorti de la maternité, oui. C'est pour nettoyer, bien nettoyer quoi, le ventre du bébé. Et ça, c'est très efficace. J'ai fait avec tous mes enfants. Oui. Parce qu'après, l'ingo, c'est une crêpe. Oui. Une crêpe comme la plante. Là, voilà. Tu me l'as donné à moi, non? Oui. Parce que moi, je grimpe, moi, j'ai pas peur. Ça fait partie de mon éducation, en fait, la médecine kanak et toutes ces choses. Ma grand-mère, elle part, il y a qu'elle qui peut me transmettre ça. Hein, et pour moi, c'est important. Si elle part, c'est comme si je perds un peu une partie de mon histoire, en fait. Vous avez profité de cet héritage-là que Mémé va me donner à moi, mamie. Eh bien, vous êtes... voilà. Merci, merci. Merci pour moi aussi. Merci, merci ma fille, voilà. Il a fallu que je parle des soins par les plantes pour avoir cet héritage-là de la part de ma tantine. Elle n'a pas choisi une autre personne que moi pour me donner la plante qui nous appartient à nous la famille. Et quand elle est partie chercher, tout était à sa portée. Toutes les plantes, ils se sont données à elle. Les plantes, elles sont vivantes. Hein? Je crois que les plantes, ils m'ont envoyé un message. Je vais parler de toutes ces plantes-là. C'est pour le bien des personnes qui sont là à la maison. Voilà. Et vous coupez le morceau ici, là. Oui. Je fais. Et on mâche. On mâche comme ça. Oui. Et après, avec le jus. Oui. Dans la bouche du bébé. Et après ça, là, elle va donner le... Je donne vite le sein. Donner le sein. Oui. Le bébé va sentir que c'est un peu amer. Oui. Il faut nettoyer son estomac, quoi. Voilà. Je donne le matin, mais je fais aussi le soir. Non, tu donnes le soir. Ça, tu vas planter là-haut chez toi. Oui. Tu plantes, cherches un vieux bois pourri et puis tu plantes dedans. Merci parce que voilà, ça va servir. Voilà. Je suis contente de te transmettre parce que voilà, je ne sais pas si je vais encore vivre encore longtemps. Oui, merci, merci. Mais ça y est, on est en 3e millénaire, là, je sais pas moi. Tu vas garder ton secret pour faire quoi? Il y a des gens qui disent que on ne doit pas transmettre ça parce que c'est quelque chose de tabou. Pour moi, c'est normal que je transmets à Isabelle. C'est pas une étrangère pour moi, c'est ma nièce, tu vois.
Et je suis contente de lui transmettre ça. Je pense que c'est elle qui est plus apte à prendre la relève. Elle s'investit dans beaucoup de choses qui concernent les femmes, les enfants. Et voilà, c'est notre façon de transmettre. Tu vois. Il y a tous les grands scientifiques qui font des recherches et puis tout ça, c'est pour tout le monde. Tu vois. Il y a pas que, c'est pas pour eux. Tu vois. Moi, je trouve qu'il faut s'ouvrir au monde. Tu vois. Terre de partage, terre de parole. Voilà, tu vois. Comment dire. Ce temps de partage se pense aussi comme un moyen d'affirmer son identité, mais aussi comme un modèle à suivre. Leur savoir tisse un monde à venir comme un acte de résistance. Elles sont des arcs-boutants, des passeuses de mémoire. Comment imaginer que nous puissions nous tenir debout sans ces femmes ? Alfred Einstein disait « S'il fallait un jour que des forêts disparaissent, l'homme n'aurait plus que son arbre généalogique à pleurer. » Alors, si on associait tout simplement la protection de l'environnement au bonheur, c'est en tout cas la réflexion de certains juristes depuis le premier sommet de la Terre en 1972 à Stockholm. Ils étudient un droit au développement durable et au bonheur, comme cela se pratique déjà au Bhoutan, avec le bonheur national brut, ou encore dans des communautés indigènes d'Amérique latine, sous le nom de bien vivre en harmonie, du Suma Kaosai. C'est le début d'un monde plus juste et plus durable, où la terre est sœur, où les femmes, la jeunesse d'aujourd'hui, sont les jardinières du vivant et sèment le respect et l'humilité comme un serment silencieux à la terre-mère. Merci à vous d'être venus ce soir pour cette première. J'espère qu'il y en aura plein d'autres. Je remercie infiniment, je vous remercie, je remercie toutes ces femmes de savoir qui sont venues exprès des Outre-mer. Annick, Isabelle, Chantal, Sarah, Reine-Claude, les artistes, Huey, sur des images de Kewa, sa sœur, pour ce magnifique chant d'amour à la terre, Stella Gonis, cette sublime danseuse de l'oiseau, Guy Gabon, artiste guadeloupéenne, Chantal Labille, Monette Marie-Louise, et où est-elle? Et Olivia Manissa Panaté, la maîtresse de cérémonie. Merci beaucoup.